Bonjour et bienvenue dans ce premier JMT de la nouvelle année. Épisode 25 pour l'année 2025. Ça colle. Si l'actualité est un peu moins foisonnante, trêve des confiseurs oblige, ce début d'année s'avère plein d'espoir, mais aussi plein de détermination. Malheureusement, pas que des déterminations bienveillantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une alliance stratégique chargée de sauver un constructeur, d'un attentat qui alimente la désinformation et de la redistribution des cartes entre thermique et électrique pour cette nouvelle année. Nous revisiterons la rubrique Histoire avec une auto qui, si elle n'est pas électrique, entre parfaitement dans l'esprit de la transition énergétique. Vous allez voir, c'est sympa. Enfin, le concept de la semaine sera consacré à une petite auto qui pourrait bien jouer les troubles faits sur le marché des citadines en Europe. Comme toujours, si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Générique. Pour commencer cette première édition de 2025, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année. Si 2024 a été l'année du doute et des hésitations, 2025 devrait foisonner d'opportunités et de raisons de se réjouir. Le capital le plus précieux que nous avons est le temps qu'il nous reste à vivre, et chaque mauvais jour que nous passons est une perte sèche dans le bilan total. Je vous souhaite donc le moins de mauvais jours possible dans cette nouvelle année, et vous souhaite de réaliser vos rêves et projets. N'oublions pas que le bonheur, c'est en nous qu'il se réalise, et c'est à nous de le cultiver. Bonne année 2025. Ceci étant dit, passons à l'actualité avec notre premier sujet. Rien n'est encore officiel, mais en coulisses, de nombreux mouvements sont en jeu pour tenter de sauver le constructeur automobile Nissan, aux prises avec de sérieuses difficultés. Alors que le japonais avait manœuvré pour éviter Carlos Ghosn et se désengager de l'alliance avec Renault, sa capacité à survivre seul semble avoir été mal évaluée. Le japonais est en effet extrêmement dépendant de son ex-partenaire au niveau technique. Ses modèles les plus vendus, aussi bien thermiques qu'électriques, sont basés sur des plateformes communes dont le japonais ne possède pas le savoir-faire. Au niveau financier, la confiance des banques et investisseurs institutionnels est au plus bas, et les comptes du constructeur glissent lentement mais sûrement dans le rouge. Comme si tout cela ne suffisait pas, faute d'une identité forte, le désengagement de la clientèle s'ajoute à ce tableau pour le moins sombre. D'un autre côté, Honda est, malgré un recul sur certains marchés, une entreprise à la posture solide. Aucune inquiétude financière, des produits qui plaisent et surtout un programme électrique en 2 volets basé sur l'avenir. Honda a en effet accéléré son projet Zero, dont le premier modèle de série doit être mis en vente cette année aux États-Unis. 2 autres programmes sont en cours en partenariat avec des constructeurs traditionnels. Côté américain, la Prologue, basée sur la plateforme GM Ultium, fait mouche et se vend même mieux que son homologue Chevrolet Blazer. Un comble. Cette collaboration prendra toutefois fin avec ce modèle, car la voiture compacte à bas prix promise lors de l'officialisation de l'accord ne verra pas le jour. En effet, GM a mis un terme à son programme Ultium pour s'orienter vers des solutions moins complexes et moins coûteuses. Pour l'Europe, c'est le modèle iNY1 qui porte les stockades. D'ailleurs, d'après le constructeur, il faut le dire anyone, comme pour tout le monde. Basé sur une plateforme Dongfeng GAC Motors, les prestations de l'auto sont plutôt en retrait par rapport à ce qui se fait de mieux, même en Chine. Pour le japonais, plutôt typé haut de gamme, on peut s'étonner de ce choix, d'autant plus que la cible est l'Europe, marché biaisé par des droits de douane anti-chinois. Reste que Honda est aujourd'hui une marque à forte popularité pour ses modèles Civic et sa gamme SUV. Revenons maintenant aux rumeurs de fusion entre les deux constructeurs. D'un point de vue global, Honda et Nissan sont des constructeurs de taille assez proche. Ils pèsent entre 3 et 5 millions de véhicules produits annuellement chacun. Au-delà de cette similarité, leurs différences sont pourtant importantes. L'automobile est en effet une toute petite partie du groupe Honda, qui compte d'autres filiales comme la moto, les groupes électrogènes, la motoculture et autres. Le groupe a une forte capacité d'innovation et des équipes de recherche et développement solides. D'un autre côté, les capacités de production du japonais sont en berne niveau automobile, surtout sur le continent européen avec la fermeture de ses usines de Swindon au Royaume-Uni et de son unité en Turquie. De son côté, Nissan dispose toujours de sites de production en propre sur le vieux continent. Entre l'Angleterre et l'Espagne, ce sont 3 unités sur lesquelles Nissan pourrait compter pour produire une nouvelle génération de Nissan sans rapport avec Renault. En France, par contre, les usines étant la propriété de l'ancien partenaire aux losanges, les modèles Nissan disparaîtront progressivement des chaînes d'assemblage.
Avec un tel tableau, on commence à comprendre ce qui pourrait rapprocher les deux constructeurs. D'un côté, Honda dispose des ressources techniques, et de l'autre, Nissan est en mesure d'apporter ses capacités de production. Un tel rapprochement stratégique serait un défi, autant pour Honda que pour Nissan. Le premier devrait soutenir techniquement et financièrement le nouveau groupe, tandis que le second devrait retrouver la confiance du public et assurer une production solide, aussi bien en quantité qu'en qualité. Les écueils sont nombreux, et l'argent n'est pas le point le moins important. D'un certain côté, c'est l'État japonais qui pourrait avoir le dernier mot. Fortement interventionniste dans les années d'après-guerre, Honda et surtout Toyota avaient été les seuls à recevoir des aides financières substantielles. On comprend alors la forte disparité de taille entre les constructeurs de l'archipel japonais. Aujourd'hui, c'est Nissan que l'État nippon voudrait voir revenir dans le giron national. Après des années de domination française, l'occasion est trop belle pour la laisser passer, d'autant plus qu'un autre pays est déjà sur les rangs pour tenter de rafler la mise. Le chinois Foxconn s'intéresse en effet fortement aux Japonais après avoir tenté, selon les rumeurs, d'entrer au capital d'Ampère, la filiale électrique de Renault. Une telle prise de participation serait inquiétante, en particulier pour la fuite du savoir-faire de la marque, qui serait alors à la disposition du géant chinois. Le Japon en est également conscient, mais pour réagir promptement, il fallait un constructeur partenaire solide. Mais pas trop. Toyota est déjà numéro 1 mondial pour le moment, et lui ajouter la puissance de Nissan en ferait un géant potentiellement trop puissant. Pour limiter l'impact de la fusion sur l'emprise d'une seule entreprise sur le marché automobile nippon, Honda est un bien meilleur candidat. Il a prouvé par le passé qu'il est capable de faire bon usage des subsides publics, et en plus, allié à Nissan, constituerait une puissance économique capable de rivaliser avec Toyota. L'émulation n'en serait que renforcée pour le bénéfice de l'industrie automobile japonaise au global. En conclusion, si la fusion entre Honda et Nissan pose pas mal de problèmes, les gains sont potentiellement élevés pour les deux intervenants. Les départs seront laborieux, mais les Japonais n'ont jamais démérité en ce qui concerne leur capacité à triompher de l'adversité. Et ça, ce sera à suivre avec grande attention. J'ai tout d'abord cru à un fake créé par IA lorsque j'ai vu pour la première fois les images de l'explosion d'un Cybertruck devant l'entrée de l'hôtel Trump International de Las Vegas. Mais je me trompais. L'explosion a bien eu lieu le 1er janvier 2025, laissant derrière elle un mort et plusieurs blessés. Après l'attaque meurtrière à la Nouvelle-Orléans et la fusillade lors du premier concert de Grimm en 2025, ce début d'année augure une période trouble dans laquelle le nouveau président élu et Elon Musk sont des figures centrales. D'ailleurs, pour le plus grand bonheur des médias putaclistes et des comptes anti-Tesla sur les réseaux sociaux. Et oui, les charognards sont bien là où on les attendait, en particulier pour l'attentat de Las Vegas. Revenons sur les faits. Mardi 1er janvier, un Cybertruck se gare devant l'entrée de l'hôtel Trump International de Las Vegas, avant d'exploser brusquement. L'explosion provoque le décès du conducteur et blesse plusieurs autres personnes aux alentours. Bien que les autorités et les témoins confirment rapidement la thèse de l'engin piégé, certains parlent de défaillance de la voiture et de son pack batterie. Voyons ce qu'il en est. Lorsqu'une batterie prend feu, c'est en général une seule cellule qui en est la cause. C'est elle qui déclenche petit à petit un feu qui couvre plusieurs minutes avant d'être visible à l'extérieur. En revanche, la fumée est visible dès les premiers moments d'un incendie de batterie, car elle est évacuée par les évents de surpression présents sur tous les packs batterie. Or, ici, aucune manifestation avant l'explosion, ce qui invalide la thèse d'un problème sur le véhicule. Les enquêteurs en bons professionnels ne préjugent pourtant jamais de la cause et évaluent toujours la totalité des possibilités. L'un des officiels aurait déclaré ne pas écarter un problème technique, même si cette cause était très fortement improbable. Bien entendu, la première partie de la phrase a été largement reprise, contrairement à la seconde. Toujours est-il que moins d'une heure après l'événement, des photos du pick-up ont été diffusées. On y voyait clairement des bidons et autres mortiers de feux d'artifice dans la benne. L'explosion en elle-même corrobore d'ailleurs cette cause avec une boule de feu orange, signe d'une combustion à plus basse température que celle des cellules lithium, et la projection de centaines de petits explosifs similaires à un mortier de feu d'artifice. Si les quantités de produits ne sont pas connues, on note que les vitres du Cybertruck ont été soufflées, mais pas celles de l'hôtel, signe que le pick-up a bien contenu l'explosion. L'incendie qui en a résulté a été promptement maîtrisé, ce qui démontre aussi l'absence de combustion du pack batterie. En effet, lors d'incendies de cellules lithium, le sinistre met souvent plusieurs heures à être contenu au moyen d'énormes quantités d'eau, ce qui n'a pas été le cas ici.
En dehors de ces faits techniques, on est en droit d'être inquiet quant à la stabilité politique et civile américaine. L'élection de Donald Trump a exacerbé les agressivités. L'ambiance est de plus en plus délétère au fur et à mesure que l'investiture du nouveau président approche. Si le président élu en est une cible, Elon Musk et ses proches n'en sont pas moins en danger, comme l'a démontré la récente attaque contre le concert de son ex-compagne Grimm. Voilà qui a de quoi inquiéter pour les prochains mois. Et on suivra ça aussi. Comme tous les 1er janvier, ce sont pléthore de lois et modifications de législation qui entrent en vigueur. Cette année est d'autant plus intéressante que s'amorce un énorme changement dans les politiques d'incitation à la transition énergétique dans les transports. Le 1er décembre dernier entrait en vigueur le nouveau bonus écologique, de manière précipitée. Les coups de rabot sont légion dans les incitations, mais ce n'est qu'une part du changement de positionnement des instances politiques. En effet, un autre volet est entré en vigueur le 1er janvier avec de nouveaux niveaux de CO2 à respecter pour les constructeurs. Créée en 1975 aux États-Unis, la norme CAFE, ou Corporate Average Fuel Economy, s'est diffusée à travers le monde et en particulier en Europe. Après s'être uniquement concentrée sur les consommations des automobiles, elle s'intéresse désormais aussi aux émissions polluantes, avec en particulier le CO2. Dans le calcul du résultat d'un constructeur, on tient compte de tous les véhicules produits par celui-ci, et on fait la moyenne des émissions par véhicule produit. En 2024, le niveau à atteindre était de 95 grammes par kilomètre pour échapper aux amendes. Pour cette nouvelle année, le niveau a été ramené à 81 grammes par kilomètre, mais en plus, le constructeur doit au moins vendre 20% de véhicules zéro émission. Luca De Meo, patron de Renault, a appelé à plus de souplesse et demande un report de cette baisse d'au moins 2 ans. Si j'apprécie son travail chez Renault, je ne peux que désapprouver cette déclaration. En effet, les constructeurs avaient parfaitement le temps de se préparer puisque cette baisse est connue depuis très longtemps. Reste que cette mise en application de normes plus drastiques va avoir de grosses conséquences sur le prix des autos, en particulier sur celui des voitures thermiques ou même hybrides. Avec 95 € d'amende par gramme de CO2 et par véhicule produit, voilà qui va changer sacrément la donne. Une Skoda Fabia Essence de base par exemple, qui émet 115 grammes de CO2 par kilomètre, supportera une amende potentielle de 3 230 €. Ce qui est bien plus dissuasif que le malus de 100 € que la voiture supporte en France. Les hybrides, et en particulier les micro-hybrides conçus pour contourner les malus, sont aussi pénalisés. Une Mazda 3 prétendument hybride verra son amende exploser à près de 5 000 €. Même une Clio hybride et ses 95 grammes de CO2 par kilomètre se verra soumise à une amende de 1 330 €, ce qui la place à un prix équivalent à la Renault 5 électrique Techno 52 kWh après bonus 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui faisait l'attractivité des thermiques disparaît. Les prix de vente de ces motorisations vont devoir être ajustés à des niveaux au moins équivalents aux électriques. Si Luca De Meo, encore lui, mais avec raison cette fois, met en garde contre la flambée des prix des autos électriques en raison de nombreuses contraintes législatives et techniques de l'Union européenne, le législateur est tout de même décidé à inverser l'attractivité des différentes énergies. Voilà qui promet une continuation de la contraction du marché global automobile en Europe pour les années à venir, mais cette fois avec une augmentation des ventes de voitures électriques. Reste à voir comment le marché va réagir et quelles seront les conséquences industrielles, mais aussi sociales. Je pense qu'on en reparlera souvent cette année. L'histoire de la semaine commence en 1972 aux États-Unis. Curtis Brubaker est un designer connu à l'époque. Et il a une idée. Lorsqu'il voit ce que les surfeurs et autres hippies de l'époque font du minibus Volkswagen, il se dit qu'il y aurait la place pour un véhicule sportif, cool et pratique dans un marché où les loisirs prennent de plus en plus de place. Pour ce faire, il fallait que l'auto soit abordable et facile à construire. Or, Brubaker n'a pas de fortune à investir, et l'idée logique qui lui vient à l'esprit est d'adopter une plateforme existante pour réduire les coûts. Or, la plateforme la plus abordable, mais aussi la plus diversifiée qu'on trouve à cette époque, est celle de la coccinelle Volkswagen. Énormément de voitures en kit l'utilisent, car elle est facile à recarrosser. Brubaker conçoit donc un minivan plus petit que le bus Volkswagen sur un châssis de coccinelle standard. Il crée une carrosserie monocore avec de larges panneaux de fibres de verre collés et rivetés ensemble. La Brubaker Box était née. Pratique, aérodynamique et fiable, la machine avait à peu près l'efficience et les performances de la coccinelle d'origine, mais en ayant une meilleure habitabilité. Dotée d'un véritable salon à l'arrière, elle était découvrable en retirant les panneaux de toit amovibles.
Brubaker envisage alors une production en série et tente d'obtenir des châssis roulants nus de la part de Volkswagen. Le constructeur allemand refuse car, selon certains, la box aurait pu concurrencer son minibus. Le designer se voit donc contraint d'acheter des coccinelles complètes pour n'en garder que la mécanique et le châssis, le reste étant revendu en pièces détachées. Cette manière de faire n'est bien entendu pas viable et l'entreprise ferme ses portes rapidement. Le modèle sera repris par Automeca en Californie, qui en produira 25 avant de jeter l'éponge. L'auto fera quelques apparitions au cinéma ou à la télévision, dans Soleil Vert ou la série Arc 2 par exemple. Voilà pour l'histoire. Mais pourquoi je pense que cette aventure peut avoir une importance pour la transition énergétique? Eh bien, la box était bigrement ingénieuse. Basse mais spacieuse, légère mais solide, grâce à sa coque en composite, et surtout, elle était basée sur une mécanique simple que les rétrofiteurs ont adoptée en masse en Californie. Convertir une coccinelle à l'électrique est simple, même si c'est loin d'être bon marché. Pour le futur, la Brubaker Box est un concept sacrément intéressant, et certains se sont dit que cela pourrait être modernisé. L'Allemand Samir Sadikov en a fait une version moderne qui ne déparerait pas dans le paysage automobile actuel. Et si on met en parallèle le dessin et le design d'une auto comme l'Aptera, on a une proposition qui a un sacré parfum de reviens-y. Plus polyvalente que l'Aptera avec ses 4 ou 5 places, plus efficiente que les SUV compacts actuels et plus vertueuse que les grosses autos lourdes que nous proposent les constructeurs, une box électrique serait un moyen plus que cool de se déplacer. Voilà qui fait rêver, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, le concept du jour n'en est pas un. Enfin, pas vraiment. La voiture qui nous occupe est en fait un prototype de voiture de série que nous pourrions voir en nombre dans nos régions, même si elle est, eh oui, chinoise. La Firefly est une petite compacte au look bien sympathique. D'une taille comparable à la Renault 5, l'auto promet des prestations proches de celles de la petite française, avec un truc en plus. Une recharge en 3 minutes. Ouais, on va pas anticiper, mais j'y reviendrai plus tard. 380 km d'autonomie WLTP, 5 portes et un espace de chargement modulable, le tout pour 20 000 €, du moins en Chine, voilà qui étonne pour une marque totalement inconnue. En fait, pas totalement inconnue, hein. Firefly est en effet une filiale de NIO, tout comme Onvo, dont la L60 va aussi être commercialisée en Europe cette année. Cette dernière, concurrente directe des Tesla Model Y et Xpeng G6, ne sera pourtant pas commercialisée dans notre pays tout de suite, puisqu'elle fera tout d'abord son entrée au Royaume-Uni, qui n'a pas de taxe protectionniste visant la Chine. La Firefly, par contre, pourrait bien arriver sur le continent rapidement, car les volumes en jeu sont si importants qu'il est possible de fonctionner avec des marges réduites. L'auto a d'ailleurs été conçue en Europe dans les studios de NIO à Munich. Elle fait la part belle à la sécurité avec pour objectif d'atteindre les 5 étoiles au test Euro NCAP. L'intérieur est dépouillé comme celui d'une Tesla, mais avec 2 écrans, dont l'un tactile, comme sur les NIO. Extérieurement, même si la forme de l'auto évoque les Honda E ou le Rivian R3, ça choque un peu au niveau des optiques. Doté de 3 phares ronds et de la même disposition à l'arrière, cela évoque, selon certains, les objectifs d'un iPhone, ou pour d'autres, la disposition des lames d'un rasoir Philips. Bref, ça plaît ou ça ne plaît pas. Pour la partie technique, l'auto recevra une batterie amovible, comme tous les produits NIO, et sera éligible au programme de changement de batterie rapide, en Chine tout du moins. Dotée de toutes les innovations de la gamme NIO en termes d'aide à la conduite, la Firefly promet de se frotter aux mini et autres compacts haut de gamme. Si elle devrait être plus onéreuse qu'en Chine, les observateurs s'attendent toutefois à une bonne affaire en comparaison des propositions des constructeurs traditionnels. À voir ce qu'il en sera à la commercialisation de l'auto, qui devrait intervenir encore cette année sur plusieurs marchés européens. Voilà, cette édition arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos du Choucroute Garage, et si ça vous plaît, un petit pouce vers le haut sous les vidéos ou un abonnement sont appréciés. La semaine prochaine, nous parlerons d'une entreprise qui pourrait bien faire trembler tous les constructeurs de voitures électriques, Tesla compris. Ne manquez pas cet épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.